Merci à toutes et à tous, et je vais tout de suite inviter au pupitre les personnalités qui vont introduire la journée d'aujourd'hui, en commençant par Madame Mélanie Tisney-Versailles, conseillère régionale déléguée à la solidarité alimentaire et à l'agritourisme. Bonjour à tous, ravie d'être parmi vous. Donc, je ne vais pas être très longue parce que je crois que vous avez une journée très dense. Donc oui, je suis conseillère régionale. J'étais parmi vous lors du lancement en juin 2023, donc ça fait un petit moment. Mais depuis 2 ans, il s'est quand même passé certaines choses, notamment avec la DRAF, la région et la FR-CIVAM. Il y a eu beaucoup de webinaires, d'animations qui se sont réalisés pour animer ce réseau des PAT. Et donc, je voulais vous rappeler que vous avez un rôle clé sur notre territoire en région, notamment pour faire de l'interconnexion entre tous les différents enjeux de nos projets alimentaires et notamment déployer nos politiques agricoles. Donc, très rapidement, je vais rappeler les quelques actions phares de la région sur nos politiques agricoles, mais promis, je ne serai pas longue. Donc, la première, c'est les contrats d'agriculture durable. Donc, c'est des contrats en fait qui permettent à la région d'accompagner des agriculteurs pour transformer leur modèle sur le plan écologique, économique et social. Et on veut en faire 10 000 sur ce mandat. Donc, c'est voilà des actions qui sont très importantes pour nous. On a labellisé 36 structures qui vont en fait aller sur les exploitations pour accompagner et transformer les exploitations agricoles. Et donc, vous faites partie intégrante de ces CAD et certains PAT nous ont aidés à co-construire ces contrats d'agriculture durable. Le deuxième dispositif sur lequel vous êtes acteur, c'est notamment la foncière agricole. Donc, je vous rappelle que la région Occitanie, on achète des terres pour nos agriculteurs et ils ont de 4 à 9 ans pour rembourser ces terres agricoles, et ce qui permet aux jeunes agriculteurs notamment d'investir sur des outils agricoles plutôt que sur le foncier, et puis après de devenir propriétaires de leurs terres. Et puis enfin, il y a aussi Occitalim, donc le GIP Occitalim, et je salue d'ailleurs son président Yannick Josion, qui est présent parmi nous. Donc d'ailleurs, qui reste un petit peu, si vous avez des questions auprès de Yannick et de Nelly qui est plus haut, n'hésitez pas à aller les voir. Donc le GIP Occitalim, ça permet vraiment de structurer l'approvisionnement de la restauration collective entre les producteurs et les structures, alors pas uniquement que les lycées. Donc vous savez que la région, on a la compétence sur la restauration collective des lycées, mais justement, on a créé ce GIP pour l'élargir et donc pouvoir travailler avec les collèges, les crèches, les EHPAD, vraiment toutes les structures aussi privées de restauration collective. Donc c'est une plateforme d'achat qui permet de faire ce lien entre producteurs et restauration collective. Vous le savez, un agriculteur, il n'a pas forcément le temps. Il travaille 70 heures par semaine en moyenne de répondre à des appels d'offres pour la restauration collective. Donc, c'est vraiment un pilier fort de notre politique régionale d'avoir monté ce GIP. Enfin, pour finir, nous allons lancer un pacte de la souveraineté alimentaire en juin 2026, et donc vous serez sollicités pour nous aider à créer ce pacte de souveraineté alimentaire. Alors derrière ce mot de souveraineté alimentaire, on peut tout dire. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte d'utiliser et de travailler de manière plus régulière avec nos agriculteurs pour nourrir les habitants de l'Occitanie. Donc on le fait évidemment avec le GIP, mais on veut aller plus loin. Donc vous allez recevoir un questionnaire et vous serez aussi invités à des réunions pour nous aider à travailler sur ce pacte de solidarité alimentaire. L'idée, c'est de planifier ce pacte de souveraineté, mais surtout de la financer, parce qu'on le sait, il faut des moyens pour y arriver.
Et donc, ce sera voilà, notre feuille de route là, de 2026. C'est vraiment le déploiement du GIP Occitalim et ce pacte sur la souveraineté alimentaire. Donc, je vous remercie à tous et je vous souhaite une bonne journée de travail qui est une journée de travail, on me l'a dit, qui est technique, je crois, et non pas politique. Donc, merci à tous et bonne journée de travail. Merci. Et je vais donc maintenant inviter au pupitre Monsieur Olivier Rousset, directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Madame la conseillère régionale, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, bienvenue dans cette journée technique des projets alimentaires de territoire d'Occitanie, co-organisée par le Conseil régional et la DRAF. Ces journées techniques sont dédiées aux chargés de mission essentiellement, bien, tout le monde est bienvenu, mais essentiellement aux chargés de mission des PAT, chevilles ouvrières de ces démarches territoriales. Je les remercie dans leur action quotidienne ainsi que dans leur mobilisation aujourd'hui pour la réussite de cette journée, je n'en doute pas. Nous organisons de façon alternative à une année sur deux ces journées techniques et une Coralim qui est à destination plus politique avec des élus et tous les intervenants dans la politique alimentaire régionale. Donc l'année dernière, la Coralim était à Montpellier. Cette année, la journée technique est à Albi. Je remercie également les équipes d'Albi de nous recevoir aujourd'hui. Nous avons su créer en Occitanie une réelle dynamique autour de ces projets alimentaires de territoire, et cela dès les années 2010. Ça se traduit par plus de 58 PAT labellisés, dont 38 de niveau 2, auxquels s'ajoutent quelques territoires qui préparent en ce moment leur candidature comme PAT émergents. Chacun de ces PAT, chacun de vos PAT, a des spécificités qui méritent d'être partagées. D'où la création, par la région et la DRAF, d'un réseau des PAT d'Occitanie, qui a pour vocation, donc première, de vous accompagner dans votre développement afin d'appréhender l'ensemble des thématiques transversales de l'alimentation. C'est également comme objectif de faciliter la coopération entre chacun de vos PAT. Le programme de la journée a ainsi été défini selon deux axes prioritaires. Le premier est de répondre à vos attentes en tant que chargé de mission des PAT. Vous avez tous répondu à notre enquête sur les attendus thématiques de la journée, ce qui nous a permis d'organiser certains ateliers de cet après-midi. Vos demandes ont été nombreuses et nous n'avons bien entendu pas pu toutes les prendre en compte dès aujourd'hui. Nous les gardons cependant précieusement pour définir le programme de notre prochaine rencontre. Notre deuxième priorité, je l'ai dit tout à l'heure, est de favoriser l'approche systémique des politiques alimentaires locales, en particulier pour les PAT de niveau 2. Les exigences de la labellisation ont été très largement renforcées en 2024. Nous portons collectivement la responsabilité de permettre aux PAT d'Occitanie de maintenir leur dynamisme, d'élargir leur champ d'action thématique vers une approche plus complète des systèmes alimentaires locaux. Qu'est-ce que ça signifie concrètement, cette approche plus complète? C'est de bien prendre en compte certains champs, notamment l'environnement, et ceux de la santé, qui sont peut-être moins pris en compte dans un premier abord. Et cela dans une approche globale de la santé, dite One Health. La table ronde de la matinée et une partie des ateliers de l'après-midi répondent à ces objectifs. Au-delà de cette journée, nous continuerons avec la région de renforcer les activités du réseau des PAT. Nombre de webinaires ont été organisés depuis fin 2023 pour développer des sujets thématiques en faisant appel à des experts de chacune des disciplines, pour présenter aussi les acteurs et les dispositifs d'intérêt pour les PAT. Par exemple, l'appel à projet Mieux manger pour tous, porté par la DRETS. Cette dynamique va bien entendu continuer
en nous appuyant sur les différentes têtes de réseau régionales, les chambres consulaires, chambres régionales d'agriculture par exemple, les fédérations d'associations, les partenaires institutionnels et le monde de la recherche. Je souhaitais enfin rappeler que le réseau régional des pâtes d'Occitanie a été retenu avec ceux de 3 autres régions, Nouvelle-Aquitaine, Grand Est et Bretagne, dans le cadre d'un appel à manifestation de l'ADEME pour développer une méthode d'évaluation des pâtes. C'est une exigence de la labellisation. Et ça constituera un axe majeur dans les activités de notre réseau en 2026. 4 pâtes pilotes ont été retenues à cet effet, celui du Pays Viganais, le PNR des Grands Cosses, la communauté de communes Tarn-à-Goutte et Majon Local 66. Ils ont participé d'ores et déjà à des formations et je les en remercie. Pour conclure, je souhaite désormais que vous profitiez au maximum de cette journée qui vous est dédiée, concoctée par les services de la région et ceux de la DRAF, avec l'appui aussi de la Fédération régionale des CIVAM, que je remercie. Parmi ces personnes, chevilles ouvrières du réseau, vous connaissez notamment Claire Derame, qui est au sein de la DRAF. Et je vous présente également Naïma Bouakaz, qui est arrivée plus récemment à la DRAF et qui est chargée, donc je ne sais pas où elle se situe, et qui est chargée donc de l'animation de votre réseau. Je vous remercie. Donc, comme cela vient de vous être rappelé, il est attendu des pâtes une vision systémique sur les systèmes alimentaires locaux. Ça a fait l'objet de nombreux échanges avec vous lors des réunions que nous avons effectuées avec la majorité d'entre vous, soit pour préparer la labellisation niveau 2, soit pour la suivre, soit globalement pour faire un point sur tout le PAT. On vous a tous dans l'équipe rencontrés un par un sur une bonne partie de l'année. Il ressort de ces échanges que, comme ça a été rappelé aussi, que certaines thématiques plus récemment exigées, notamment autour de l'environnement et de la santé, étaient souvent moins développées, pas partout bien sûr. C'était une des demandes par rapport à l'organisation de cette journée, c'était comment aborder ces thématiques-là, comment les lancer. D'où l'organisation de cette table ronde de la matinée sur alimentation, santé et environnement, où on a souhaité faire venir sur site. Vous aurez ainsi l'occasion d'aller les interpeller à déjeuner. Des acteurs de niveau régional, non pas les institutionnels pour cette journée technique, mais des acteurs qui ont plutôt dans leur mission le rôle de faire réseau, de porter des dispositifs, et c'est ce qu'ils vous présenter lors de la table ronde. Ça sera suivi d'un temps d'interconnaissance, on l'a baptisé comme ça. L'idée, c'était qu'une de vos demandes aussi était d'avoir plus de temps pour échanger entre vous. Ce qui sera le cas aussi, bien évidemment, pour le temps du déjeuner, qu'on prévoit toujours un petit peu long à dessein. Sur le temps d'interconnaissance, on vous précisera tout à l'heure, en fin de matinée, les consignes sur comment ça va fonctionner. C'est une petite étiquette que vous avez dans vos badges. Donc, ensuite, il y aura le déjeuner avec Mangeons Bocal. Et cet après-midi, vous avez des ateliers. Donc, on a fait le choix pour que tout le monde puisse participer aux ateliers choisis. On avait eu le retour à la Coralim des frustrations parce qu'il y avait à chaque fois des ateliers différents. Donc là, c'est 5 fois des ateliers qu'on répète. Et juste, on est désolé, mais l'atelier préservation de la biodiversité est annulé parce que l'intervenant est malade. Donc, sur vos badges, derrière, on a entouré les ateliers auxquels vous aviez marqué des ordres de préférence. Et du coup, on a fait des matrices. Et vos ateliers sont indiqués sur vos badges. Bien sûr, s'il y a des problèmes ou des interrogations, vous pouvez venir nous voir et on peut en discuter. Donc, 2 sessions, 13h30, 15h, 16h45. Et ensuite, on terminera par un goûter convivial, si vous voulez, pour rééchanger. Voilà. Et donc, nous allons laisser place à la table ronde. Donc, bonjour à tous. Et donc, pour la suite des événements,
Donc on est sur la table ronde, donc qui est, comme vous l'avez compris, sur cette thématique alimentation, santé, environnement. Et on va manipuler un certain nombre de concepts et surtout échanger avec des structures qui peut-être, en tout cas, on le pense, vont pouvoir vous apporter un certain nombre, disons, de ressources et peut-être avec lesquelles vous pourriez travailler dans le futur. Et pour certains d'entre vous, peut-être vous travaillez déjà. Donc je vais appeler donc, pour venir auprès de nous Quentin Vieilledent de l'OFB, Mathilde Cohen de l'ARB Occitanie, Catherine Alarcon de PSO et Séverine Blanchy voilà, de PSO également. Et enfin Mathilde Ducrot de Solagro. Donc Mathilde Ducrot, c'est... Voilà. Donc voilà, on m'entend là ou pas? Oui. Ces personnes, je vais vous les présenter rapidement et puis ensuite elles pourront se expliquer un peu. Nous allons avoir d'abord Mathilde de Solagro qui va nous présenter les concepts. Donc elle nous vient de AgroParisTech où elle s'était spécialisée en alimentation et nutrition humaine et elle est depuis 1 an et demi à Solagro qui est une entreprise associative et dans son travail elle accompagne les acteurs de territoire dans les démarches de transition en lien avec l'alimentation et son travail justement l'a conduit à s'intéresser à tout ce qui impacte sur la qualité de l'eau, de l'air, du climat et de l'alimentation sur la santé. J'ai envie de dire, c'est un peu les 4 éléments. Et peut-être que le 5e élément, c'est une seule santé. Ensuite, nous aurons Quentin Vieilledent pour l'OFB Occitanie qui donc présentera la structure et ce qu'ils font. Donc Quentin, lui, il nous vient d'un master en Sciences Po, spécialité environnementale. Il a travaillé plus haut, plus vite, plus fort pour la stratégie biodiversité de la restauration des Jeux Olympiques de Paris également. Et après un passage à l'Agence de l'eau Seine-Normandie, il est depuis la fin de l'année 2024 à la direction régionale de l'OFB comme chargé de mission planification eau et agroécologie. Ensuite, nous entendrons Mathilde Cohen, qui est à l'ARB Occitanie, qui nous vient, elle, d'AgroParisTech. Après un temps dans les collectivités territoriales sur des politiques publiques agricoles, elle s'est penchée plus particulièrement sur le croisement des enjeux agriculture, forêt, environnement et elle travaille depuis 1 an à l'ARB Occitanie pour contribuer à l'opérationnalisation de l'approche Une seule santé sur le territoire régional. Enfin, nous achèverons ce tour de table avec PSO, Prévention Santé Occitanie, avec 2 représentantes, donc Carole Alarcon qui a fait un master de santé publique et qui connaît bien la maison puisqu'elle est là depuis 25 ans, de même que Séverine Blanchy qui a pris une licence en éducation. Voilà. Elle a également passé 25 ans dans le réseau, alors si vous voulez, le réseau a changé avec elle, des comités départementaux de santé, on est passé à l'IREPS et depuis 2023, l'association s'appelle Prévention Santé Occitanie. Voilà. Donc j'espère que j'ai rien oublié ou que je ne me suis pas trompé. Mais je vais commencer peut-être par Mathilde. Mathilde, donc le micro marche bien, c'est bon? Oui, donc Mathilde, vous allez peut-être nous expliquer un peu tous ces concepts, One Health, santé environnementale, etc., agroécologie, peut-être voilà, pour qu'on puisse bien avoir tous un langage commun. Oui, merci. On m'entend bien? Ouais. Et bonjour à toutes et à tous. Donc oui, alors j'ai déjà participé, peut-être vous m'avez déjà vu dans le webinaire la semaine dernière où j'avais introduit un petit peu le sujet. Et donc là, j'ai la charge de refaire un petit peu la même chose en version beaucoup plus synthétique, bien sûr. Mais l'idée aujourd'hui, c'était d'introduire les différents concepts de santé globale et peut-être premièrement, avant de passer un petit peu à ces concepts-là qui sont sur la diapo, mais d'expliquer aussi pourquoi on s'intéresse aujourd'hui à la santé dans notre secteur plutôt de l'alimentation. Alors, premièrement, je pense qu'on fait face toutes et tous à un constat et Promotion Santé pourra en témoigner, mais on est aujourd'hui dans une phase un peu d'épidémie de maladies chroniques, que ce soit le diabète, de l'obésité, des maladies cardiovasculaires, des cancers. Aujourd'hui, l'alimentation, c'est le 3e
La troisième cause de décès, les facteurs alimentaires sont la troisième cause de décès en France. Et donc, voilà, qui dit alimentation, qui dit aussi un facteur sur lequel on peut avoir la main. Donc, aujourd'hui, il est important de s'intéresser à ce sujet-là. Et donc, voilà, c'est déjà un premier constat. Quand on parle d'alimentation, finalement, on parle aussi de ses conséquences derrière. Et donc, c'est déjà un premier pont qu'on a avec le secteur de la santé. En parallèle, je dirais aussi, donc il y a ce premier objectif commun de réduire ses conséquences sur la santé, mais il y a aussi un facteur, je pense que vous prenez toutes et tous en compte dans vos PAT, mais qui sont les inégalités sociales. Aujourd'hui, on sait qu'aller vers un système alimentaire plus durable, ça ne peut pas se faire sans s'attaquer à ce sujet-là. Et c'est aussi un prisme, voilà, un axe de travail fort des acteurs de la santé. Et donc, on voit déjà qu'il y a des objectifs communs, que ce soit sur réduire les inégalités, réduire les conséquences, les pathologies en lien avec l'alimentation. Donc, il y a ces objectifs qui sont en commun entre ces deux secteurs, alimentation et santé. Et donc, ça paraît quand même pertinent aujourd'hui de se poser la question de mutualiser les actions, les ressources que l'on a, puisqu'on s'adresse aussi à des publics cibles qui peuvent être les mêmes dans les territoires assez régulièrement, notamment par exemple sur les publics précaires lorsqu'on s'intéresse aux inégalités sociales. Donc voilà un petit peu déjà je dirais les quelques enjeux sur lesquels on peut s'appuyer aujourd'hui pour se dire pourquoi on s'intéresse à ces enjeux de la santé. Pour en fait réussir à avoir cette approche-là, il faut forcément avoir un angle de santé plus élargi et même un angle d'approche qui soit assez global. Et donc c'est pour ça qu'on s'intéresse à ces concepts de santé globale qui sont assez divers. Mais c'est l'idée d'avoir une approche, comme ça a été dit en introduction, une approche vraiment systémique qui permet d'englober, que ce soit dans le secteur de la santé, les enjeux d'alimentation, ou dans le secteur de l'alimentation, les enjeux de santé. Et donc pour cela, il y a plusieurs concepts qui existent, donc c'est ceux qui sont derrière moi ici, mais voilà, chacun a ses spécificités, ses portes d'entrée. L'idée, c'est surtout de comprendre l'interdépendance qu'il y a entre les santé, que ce soit la santé humaine, la santé animale, la santé environnementale, végétale, etc. Voilà, pour avoir cette approche systémique et intégrative de la santé. Peut-être pour faire un petit focus seulement sur les deux qui sont en jaune ici, c'est ceux, je pense, dont on entend le plus parler, que ce soit dans les territoires ou au niveau des acteurs plus institutionnels. Mais le premier, celui de santé environnementale, qui va vraiment comprendre l'ensemble des déterminants, des facteurs physiques, biologiques, sociologiques, chimiques, etc., comme des déterminants de santé, et donc qui permettent d'avoir cette entrée santé dans une approche territoriale qui va au-delà des enjeux d'alimentation ou d'agriculture, mais on peut très bien adapter ce concept aux actions qui touchent la mobilité, le logement, etc., puisqu'on va pouvoir parler de facteurs comme le bruit, le stress, l'alimentation, effectivement, la qualité de l'eau, la qualité de l'air. Enfin, ça englobe un certain nombre de choses qui permettent justement de faire des ponts entre toutes les thématiques et tous les secteurs. Et le deuxième, peut-être que Mathilde développera plus, et que vous verrez aussi cet après-midi avec la fresque One Health, mais donc c'est cette approche One Health qui, là, se focalise notamment sur la santé, les liens entre santé humaine, santé animale et santé de l'environnement, qui s'applique très très bien au système agricole et alimentaire, et qui est pas mal repris aussi aujourd'hui par différentes institutions et aussi par le monde vétérinaire, puis ça permet quand même aussi de traiter pas mal les enjeux de zoonose, notamment, dont on entend parler, mais ce n'est pas que ça. Et donc voilà, ces concepts-là qui permettent de faire des ponts, je pense que voilà, vous commencez à les connaître un petit peu, et l'idée derrière, ça va être de trouver comment les appliquer dans vos PAT et dans les territoires.
moi, sur les points sur lesquels je voulais peut-être insister, c'était l'intérêt d'aller vers justement de nouveaux acteurs. Et donc, je suis contente qu'il y ait Promotion Santé autour de la table, l'ARB et l'OFB aussi qui ont ces portes d'entrée, mais d'aller vers de nouveaux acteurs qui vont me permettre justement de travailler en transversalité. Que dans les territoires, je pense qu'au niveau des acteurs de la santé, c'est ce que j'avais essayé de présenter dans le webinaire. Donc, il y aura plus de ressources si vous voulez aller les voir. Je pense qu'il est disponible. Oui, alors il y a eu en un replay. webinaire effectivement il y a quelques jours il y a un replay. Et de toute façon, là, on vous présente quelques diapositives, mais il y a des diaporamas un peu plus complets qui seront diffusés sur le site internet. Mais voilà, merci. Et l'idée, c'était de se dire qu'il y a un certain nombre d'acteurs. Comme vous, finalement, l'écosystème alimentation, il est très large, mais l'écosystème santé aussi. On peut, dans les territoires, aller chercher des professionnels de santé qui soient libéraux, regroupés en CPTS, donc les communautés professionnelles territoriales de santé, ou dans des établissements de soins avec lesquels on peut travailler à la fois sur la sensibilisation des publics, mais aussi sur, pourquoi pas, faire des établissements de soins, des établissements exemplaires sur l'approvisionnement en alimentation durable et saine. Il y a des axes comme ça sur lesquels travailler. Après, effectivement, mobiliser les ARS, les associations, que ce soit de patients, de consommateurs, de professionnels de santé, les acteurs plutôt aussi du social qui sont beaucoup engagés sur ces enjeux de santé. Donc voilà, il y a tout un panel d'acteurs aussi avec lesquels tisser des liens et monter des projets en commun pour à la fois mettre en cohérence les actions effectivement dans les territoires et aussi mettre en cohérence et avoir les mêmes objectifs dans, je pense, les orientations politique, alors même si aujourd'hui on parle plutôt technique, mais je pense avoir aussi ces visions communes, ces objectifs, et donc ça peut se faire en intégrant dans les gouvernances des PAT des acteurs de la santé, notamment les collègues qui sont sur les contrats locaux de santé par exemple, et à l'inverse aller aussi dans la gouvernance de ces autres instances, et tout simplement aussi peut-être discuter et essayer de co-construire ensemble des actions, se faire vérifier les plans d'action, etc. C'est déjà un premier pas pour essayer de mettre en commun tout ça. J'ai une question avant de passer la parole à Quentin Vieilledent. Là, on a un schéma, une seule santé. On connaît souvent, vous connaissez le schéma de l'agriculture, enfin, du durable, qui a également 3 cercles comme ça. Comment on pourrait combiner ces 3 cercles et les 3 cercles de la durabilité si on devait le représenter schématiquement en quelques mots? En direct. Vous avez 4 heures. Ouais, alors peut-être pour répondre un peu à côté, mais avec un autre schéma que j'ai en tête, mais peut-être les liens entre directement le système agricole alimentaire et la santé, ou en tout cas les impacts aujourd'hui qui ont été identifiés. C'est un schéma que j'avais présenté pendant le webinaire de l'OMS qui a identifié 5 grands types d'impacts et qui vont toucher aux dimensions de durabilité aussi, mais qui est le premier, les régimes alimentaires, bien sûr, auxquels on pense, mais qui ont des impacts à la fois sur la santé et par les modes de production aussi sur notre environnement. Le deuxième qui va toucher donc tout ce qui est agents pathogènes et résistance aux antimicrobiens, donc là qui fait le lien avec bien sûr des problématiques sur la santé humaine, mais qui derrière font référence aux modes de production là aussi, notamment de l'élevage intensif, et donc il y a des impacts sur notre santé, mais aussi sur notre environnement et sur la santé des animaux et des végétaux. Le troisième impact qui va plutôt toucher les aliments insalubres et frelatés. Le quatrième impact qui va vraiment considérer les impacts du système agricole alimentaire sur l'environnement en tant que vraiment contaminant, avec les métaux lourds, les pesticides, les gaz à effet de serre, etc. Donc là où on voit vraiment que c'est par ce compartiment environnement qui est touché, mais qui se répercute aussi sur notre propre santé. Et un dernier impact des systèmes agricoles alimentaires sur notre santé et qui joue au final aussi sur la durabilité, la pérennité du système, j'ai envie de dire, qui sont les risques professionnels aussi, auxquels desquels on parle un petit peu moins, mais les risques qu'ils soient biologiques, physiques ou psychosociaux aussi sur les professionnels du monde agricole et du secteur agricole alimentaire au global.
Merci Voilà. Mathilde. 5 impacts comme les 5 anneaux olympiques, hein, comme ça permet de faire la transition avec Quentin Vieilledent. Ça vous rappellera des souvenirs. Avant de vous donner la parole, moi je voudrais juste remarquer, j'ai fait quelques recherches. L'Occitanie, c'est 72 000 km² à peu près. On a 41 000 km² de montagnes. On a 74 000 km de cours d'eau. En même temps, on est la première région agricole de France, la première région bio de France. Alors, j'ai converti ça en kilomètres carrés, mais en kilomètres carrés, on est à plus de 6 000 km² d'agriculture biologique. Donc, on voit que tout ça, on a aussi 261 SICO, dont 167 alimentaires. Donc, on voit que l'alimentation, l'agriculture, la nature, la montagne, etc., les espaces naturels, les espaces agricoles se mêlent. Et donc, je crois que quand on parle d'espace naturel, on pense à la biodiversité. Et je pense que quand on pense à la biodiversité, on pense à l'Office français de la biodiversité. Donc, pouvez-vous nous parler un peu de... Quelle belle introduction. Merci à Mathilde déjà, parce que c'est des concepts qui sont... Enfin, pour la présentation, parce que c'est des concepts qui sont pas faciles et qui paraissent intuitifs, mais à expliquer quand il faut mettre des mots sur ces sujets, c'est pas toujours évident, sur des sujets globaux comme ça. Donc moi, je vais venir en complément avec ce que tu as dit sur la partie biodiversité, qui vient évidemment, ce qui a été rappelé, hein, qui est partie prenante évidemment de ces concepts de santé environnementale de One Health que Mathilde présentera aussi. Peut-être rappeler un petit constat. Donc dans le dernier rapport de l'IPBES, qui est connu pour être le GIEC de la biodiversité, le constat a été fait, donc c'est précisé noir sur blanc dans le rapport, que l'érosion de la biodiversité, elle est massive, elle concerne tous les continents, elle affecte tous les milieux et toutes les espèces. En France, on a presque 900 espèces menacées, un quart des oiseaux, un quart des reptiles. Et peut-être rappeler aussi, pour faire ce lien avec ce concept de ce continuum alimentation-biodiversité, mais aussi en prolongement avec la santé environnementale, c'est qu'on a quand même 75% des catégories de cultures vivrières mondiales qui subsistent grâce à la pollinisation, qui, comme vous le savez, subit de grandes pressions, y compris sur nos territoires. Et on a, et ça j'ai découvert ça récemment, 70% des médicaments anticancéreux, pour faire le lien avec la santé, qui sont d'origine naturelle et donc qui dépendent aussi de la préservation et de l'état de la biodiversité, de la flore en l'occurrence. Je profite de ce format pour rappeler l'émission de l'OFB, qui est un établissement nouveau, récent, 2020, c'est nouveau quand même, jeune à l'échelle de l'action publique, un établissement public sous la double tutelle du ministère de l'Environnement et de l'Agriculture, donc dédié à la protection de la biodiversité. Donc je vais mettre en avant 5 missions principales. Je pense que beaucoup d'entre vous et beaucoup dans le grand public en général connaît l'établissement de par les missions de police, qui sont en effet missions qui ont été médiatisées dans les dernières manifestations agricoles, avec beaucoup de... Tout et son contraire ont un peu été dit sur l'établissement, mais donc les missions de police sont en effet une partie des missions de l'OFB, donc police de la chasse, police de l'eau, sur tout ce qui est contrôle sécheresse, les trafics d'espèces sauvages, les pollutions, etc. etc. L'OFB aussi agit aussi sur tout ce qui est connaissance, donc suivi des espèces protégées. En Occitanie, on a un gros enjeu grand prédateur, donc sur tout ce qui est suivi loup, ours, vautour, sur lesquels les agents de terrain en services départementaux travaillent énormément. L'OFB gère aussi, ça c'est la troisième mission, de compteur. Troisième mission, donc des espaces naturels, donc des parcs marins, des réserves naturelles de faune sauvage, des zones Natura 2000. L'OFB appuie aussi les services de l'État dans la construction des politiques publiques. Je pense notamment aux politiques de l'eau et aux SDAG qui sont sur chacun de nos bassins versants, sur lesquels on intervient sur toute la partie connaissance des milieux aquatiques. Et enfin, une partie qui nous intéresse un peu plus, de mobilisation des acteurs, avec notamment tout un tas de dispositifs qu'on déploie nous en région,
les principaux étant les atlas de la biodiversité communale. On a aussi le dispositif Territoire engagé pour la nature, que j'aurai peut-être l'occasion de vous présenter un peu plus en détail dans la suite de l'échange. Je ne sais pas si c'est... Oui, on peut. c'est maintenant ou si il y avait un temps d'échange ensuite dédié. Oui, non, mais alors là, en fait, l'idée, c'est de parler donc rapidement de vos missions, et je pense surtout de dire comment vous travaillez avec des acteurs qui sont proches des PAT, voire peut-être dans certains cas, vous avez déjà travaillé avec des PAT, et on avait notamment évoqué quand on avait discuté ensemble un outil qui peut être intéressant, enfin plusieurs dispositifs. On avait parlé des aires terrestres et des aires marines éducatives, ainsi que de l'atlas de biodiversité communale. Je propose de terminer par l'atlas, parce qu'en plus, c'est là qu'il y a les diapositives. Peut-être très rapidement sur vos dispositifs, si vous voulez bien. Non, mais parce que comme ça, on verra les diapositives et on enchaînera avec... voilà. Très bien. Alors, ce qu'on remarque dans les dispositifs, alors, alors les aires terrestres éducatives, je vais très rapidement expliquer. Donc, c'est un projet qu'on copilote avec le ministère de l'Éducation et le ministère de la Santé, si je ne dis pas de bêtises. L'idée étant d'engager, alors c'est souvent collège, mais principalement les primaires, en lien avec un enseignant, d'amener une classe sur une zone à enjeu biodiversité, d'amener les élèves à construire un projet de gestion de cet espace en lien avec l'enseignant et avec un acteur Naturalix. Alors, on travaille pas mal avec le Grain Occitanie, avec le CPIE, et donc d'amener les élèves à se questionner sur qu'est-ce qui les entoure et comment gérer de manière durable un espace en enjeu de biodiversité. Comment apprendre à observer, important, apprendre à observer ce qui nous entoure. Et donc on a ce dispositif sur la partie terrestre, donc les aires terrestres éducatives, et sur la partie marine, donc sur tout l'espace marin qui est une grande partie étant quand même au sein du parc du Golfe du Lion, donc la partie marine. J'enchaîne sur les ABC ? Si vous voulez, mais si vous êtes, c'est vous qui avez le micro. Hein. J'enchaîne sur les ABC. Donc, ce qu'on remarque sur les derniers, donc les ABC, c'est un dispositif à destination des intercommunalités, des EPCI. C'est vrai qu'on a quand même pas mal on a aussi des PNR qui les portent, mais c'est principalement des communes et des intercommunalités qui portent ces atlas de la biodiversité communale. C'est pensé comme un outil un peu en deux temps. Une première partie de cartographie des enjeux biodiversité d'un territoire, où on va venir avec des acteurs naturalistes et des acteurs experts des thématiques, dresser une cartographie des enjeux, les corridors écologiques, trames vertes et bleues, trames noires, etc. Une partie inventaire, évidemment, des espèces présentes sur un territoire. Et ensuite, l'idée, c'est de capitaliser sur toute cette connaissance qui va être produite via un plan d'action. Là, c'est c'est la commune, l'interco qui va décider de ce qu'elle veut faire de ces connaissances produites. Et donc on a des Comcom qui viennent nous voir en disant voilà, nous on aimerait travailler sur notre trame verte et bleue, on aimerait travailler sur nos corridors écologiques, on aimerait travailler sur la façon dont on pourrait planter des haies, on voudrait travailler sur un projet de développement de l'écotourisme, d'observatoire de la biodiversité en milieu, d'observatoire communal de la biodiversité. Et donc c'est un petit peu les communes qui s'emparent un peu de toute cette partie inventaire, cartographie, pour derrière les pérenniser dans des documents d'urbanisme, dans des stratégies d'aménagement, et très important aussi, mobiliser les acteurs du territoire. C'est une des principales plus-values, je dirais, et des principaux retours qu'on a des élus qui nous disent qu'en fait, ils sont très contents du dispositif parce qu'ils arrivent à mobiliser les acteurs de leur territoire, leurs administrés, grand public, scolaires, associations, acteurs économiques, sur la thématique biodiversité. Je pense que c'est une des grandes réussites de ce dispositif. Il n'y en a pas 12 000, des dispositifs qui permettent de mobiliser les acteurs communaux, et celui-là le permet.
on remarque de plus en plus qu'il y a des passerelles qui sont faites dans les dossiers d'ABC avec les PAT et les projets alimentaires. J'ai 2 exemples en tête. Que j'ai noté en tête, non plus trop en tête, mais que j'avais noté. La communauté de communes du Clermontais et la communauté de communes du Lodévois-Larzac. Je ne sais pas si les animateurs sont présents, certains animateurs sont présents dans la salle, mais en tout cas, dont on a reçu les dossiers récemment et qui ont prévu de travailler donc en lien avec les projets alimentaires sur tout ce qui était diagnostic des pollinisateurs, donc en lien avec des exploitations, des exploitants agricoles volontaires. L'idée, c'est de faire un diagnostic biodiversité sur ces parcelles agricoles et de pouvoir mettre en place des solutions favorables aux pollinisateurs et donc de pouvoir d'ailleurs capitaliser sur soit de la création de filières apicultrices, etc., etc. Donc on a vu les ABC, donc ça peut déboucher sur, comme vous avez dit, des documents contractuels type SCOT, PCAET, etc., PLUI, et lancer avec d'autres outils comme l'outil planton local dont vous avez parlé, ou d'autres dispositifs. Là, par exemple, sur la diapositive qu'on voit là, on parle des territoires engagés pour la nature. J'aimerais bien que vous terminiez par cela, d'autant plus que ça va permettre de passer la parole à votre voisine ensuite. Alors, je vais te faire une passe décisive. Donc, le dispositif territoire engagé pour la nature, c'est un dispositif qui est assez récent. L'idée, donc, on peut dire que c'est un label. Voilà, c'est un label. Je précise quand même, sur les ABC que l'OFB soutient financièrement à hauteur de 80% toute la partie cartographie et inventaire souvent sur des durées de 3-4 ans. Parenthèse refermée. Donc TEN, c'est un label donc pareil à destination des EPCI. L'idée étant de les engager sur 3 actions phares en lien avec la biodiversité. Je ne sais pas si tu veux préciser. On a quand même tout un tas d'actions phares intéressantes qui font le lien justement avec l'alimentation, et on va aussi avec les enjeux de santé. J'avais noté sur les liens intéressants qui sont faits, je crois que c'est la Comcom de l'agglo de Rodez qui avait travaillé pareil sur les pollinisateurs et qui avait fait le lien aussi avec le PAT, et l'agglo de Cahors qui avait travaillé sur des enjeux de gaspillage et qui avait mis en lien avec les sujets de biodiversité. Ça avait été une des actions phares aussi, donc comme quoi il y a aussi sur ce dispositif territoire engagé pour la nature des passerelles qui sont faites et qui mettent en avant, au même titre que sur les ABC, que le continuum biodiversité-alimentation, il est de plus en plus dans la tête des acteurs et dans vos têtes aussi certainement. Et voilà, je laisse Mathilde compléter si elle le souhaite. Donc merci. Donc voilà, Mathilde, justement, vous êtes la RB Occitanie et entre autres, vous copilotez, vous co-animez avec l'OFB ce dispositif territoire engagé pour la nature. Avant peut-être de développer sur vos actions, moi je trouve que c'est intéressant de parler un petit peu de comment vous fonctionnez, parce que je trouve que c'est assez caractéristique justement de cette transversalité des acteurs dont on a parlé. Voilà, et puis peut-être voilà, toute l'acronyme, etc. Je vous laisse nous expliquer tout cela. Merci, bonjour à tous. Donc en fait, je suis l'ARB, mais je suis une parmi plusieurs personnes de l'ARB, et vous allez vous rendre compte que finalement, on a tous besoin de se parler parce qu'on est juste une personne et qu'on ne sait pas tout, et que donc on travaille finalement en réseau, que ce soit au sein de nos structures ou auprès d'autres partenaires qui sont autour de nous dans l'écosystème. Et pourquoi ça c'est important, avant de vous expliquer ce qu'est l'ARB, parce que vous connaissez probablement pas, ou en tout cas pas tous. Dans la première diapositive que tu as présentée sur les différents concepts, il y avait écrit un petit mot là, Nexus. Alors Nexus, ça peut paraître très compliqué, mais c'est le nom d'un rapport que l'IPBES a sorti en décembre dernier. Donc l'IPBES, ce fameux GIEC, mais pour la biodiversité, qui explique
finalement un point crucial de toute cette journée. C'est qu'on a, face aux multiples crises qui sont devant nous, et avec les enjeux de changement climatique, les enjeux d'alimentation, les enjeux de santé, les enjeux autour de l'eau et de biodiversité, ces 5 compartiments du Nexus, et que tous ces compartiments sont reliés les uns aux autres. Et ce qui a été montré à travers des revues de littérature et des scientifiques internationaux, c'est que on ne peut pas vouloir résoudre une de ces crises, un de ces compartiments du Nexus, tout seul. Ça ne marche pas parce que, in fine, on va avoir des impacts négatifs sur les autres compartiments. Et que donc, ce qu'il conseille, ce qu'il constate et ce qu'il propose, c'est d'avoir cette approche globale, cette approche systémique, et donc de réfléchir de manière globale. Je pense que ça, c'est le point le plus important à retenir, c'est la nécessité de se parler entre des secteurs qui ne se parlent pas toujours, parce que on est dans on est dans l'urgence, on est dans de l'habitude aussi de travail, et que aller chercher d'autres acteurs, ça prend du temps et qu'on n'a pas forcément le temps. Mais la réponse à venir sur les prochaines années, c'est bien d'aller prendre le temps et d'investir du temps pour aller connaître les autres partenaires, et en particulier sur un territoire. Et la chance que vous avez, vous, en tant que porteur de PAT, c'est que vous êtes ancré dans le territoire, et que donc vous allez pouvoir identifier vos partenaires directement. Ceci étant dit, et on y reviendra peut-être après, qu'est-ce que c'est l'ARB? Donc l'Agence régionale de la biodiversité. Alors nous, on est tout petit et on est récent. On est un peu plus vieux que l'OFB. On a été créé en 2019 par nos 2 fondateurs, qui sont d'une part la région Occitanie et d'autre part l'OFB, qui nous finance en grande partie. On est tout petit, pourquoi? Parce qu'on est 17 personnes, 17 salariés entre Montpellier et Toulouse. Et qu'on a vocation, 17 salariés pour toute la région Occitanie, vous voyez qu'on peut rien faire tout seul, qu'on a vocation, de par nos statuts qui sont inscrits, à faire de la coopération. On est un établissement public de coopération environnementale, qui est un statut qui a été créé par la loi biodiversité de 2016, et qui nous permet, outre nos fondateurs région et OFB, de travailler avec les acteurs du territoire qui sont dans notre conseil d'administration. Et donc on a des représentants des associations environnementales, mais aussi des représentants du monde économique à travers les chambres d'agriculture, la CCI ou la Fédé de chasse. Et c'est avec les orientations de ces partenaires qu'on trace nos feuilles de route annuelles et triannuelles. Donc, 17 personnes avec peuvent être renforcées. Moi, mon poste, il est pas financé, il est financé par l'ARS. Donc, en fait, on peut mener des partenariats avec d'autres financeurs qui viennent donner des orientations. Et je suis arrivée il y a un peu plus d'1 an parce que finalement, on s'est rendu compte, et le rapport Nexus n'est paru qu'après, mais qu'il y avait à allier les forces. Et qu'on a à allier nos forces. Et quand on parle de biodiversité, finalement, on peut aussi tirer le fil dans l'autre sens. Et en parlant de santé, on va nécessairement aller parler de biodiversité in fine, parce que tout ça est interconnecté. Nos principaux moyens d'action à l'ARB, vous allez les retrouver si vous allez sur le site internet de l'ARB. Le premier, c'est l'Observatoire régional de la biodiversité. Donc, c'est une de nos missions déléguées. On met à disposition des acteurs du territoire de la région Occitanie un certain nombre d'indicateurs d'état ou de pression qui touchent la biodiversité, que vous allez retrouver, qui sont construits avec les scientifiques et donc sur la base de données probantes, et qui peuvent permettre d'étayer vos argumentaires, de comprendre le territoire d'Occitanie. Alors, ils ne sont pas forcément à l'échelle de vos propres territoires, mais en tout cas, ça donne des tendances et des clés pour comprendre ce qui est en train de se passer. Donc, première mission, donner à voir, donner à comprendre ce qui est en train de se passer. Deuxième mission, deuxième grande mission, c'est l'accompagnement des acteurs.
Et donc ça, c'est faire avec vous, c'est outiller. Et donc je peux donner des exemples. On parlait tout à l'heure de territoire engagé pour la nature. Et donc là, à travers ce dispositif que nous délègue l'OFB, on anime un club de collectivités qui souhaitent mener des actions en faveur de la biodiversité, à qui, en fonction du programme d'action qui est mené, on délivre un trophée. Donc ça donne aussi un peu de fierté sur un territoire de montrer qu'ils sont territoires engagés pour la nature. Et les élus sont souvent contents de se retrouver entre autres élus pour montrer, et en tout cas montrer aux habitants ce qu'ils ont pu faire. On a un autre outil par exemple, qui est là de manière très concrète, qui s'appelle Planton Local, que vous allez pouvoir retrouver aussi sur le site internet, à la fois sous forme numérique ou papier ou en téléchargement. Et donc ce planton local, c'est quoi? C'est sur les territoires, mettons, on veut favoriser la plantation de haies. Ça permet de savoir, en fonction de la zone biogéographique, quelles sont les meilleures essences à planter, qui viennent de végétales locaux, qui résistent à la sécheresse, qui permettent de favoriser les pollinisateurs et qui contribuent à maintenir une biodiversité adéquate, je ne sais pas comment dire, pour le mieux. Un autre exemple, c'est d'accompagnement des acteurs. C'est un travail qui est fait, on pourra peut-être y revenir un peu plus tard, sur l'accompagnement de l'agroécologie et des liens entre biodiversité et agriculture. Et donc là, j'ai une de mes collègues qui est venue aussi en renfort, là, grâce à un projet LIFE, pour travailler avec les autres partenaires. Vous avez compris qu'on ne fait jamais rien tout seul, nous, à ARB, mais pour travailler avec l'OFB, avec la DRAF, avec la DREAL, et les partenaires agricoles sur la capitalisation et la mise à disposition d'outils pour mieux prendre en compte cette biodiversité dans les systèmes agricoles. Et il y aura d'ailleurs, peut-être que tu y reviendras, un séminaire là, le 27 janvier prochain à l'ENSAT pour donner à voir et partager les premiers résultats de ce travail sur les questions d'agroécologie. Dans le cadre du programme LIFE, c'est dans le cadre d'un programme LIFE qui s'appelle LIFE Biodiff France, dans lequel on a une collègue qui est sur l'agroécologie. On a aussi une collègue qui travaille sur le développement des compétences sur les questions de biodiversité et notamment à destination des publics agricoles. Donc l'idée, c'est de faire monter tout le monde en compétences sur ces questions-là. Et puis peut-être dernier petit exemple sur accompagnement des acteurs. On est aussi, en tant que ARB, missionné pour faire l'animation du comité des financeurs sur les questions de biodiversité. Et donc on anime les différents grands partenaires que sont Agence de l'eau, DREAL, OFB, Région, sur ces sujets biodiversité. Donc là, je vous ai cité 2 moyens d'action. L'observatoire, l'accompagnement des acteurs. Et le 3e moyen d'action, qui fait partie de nos statuts, c'est la mise en réseau des acteurs. Donc, dans la mise en réseau des acteurs, un premier qui va vous sembler assez logique, c'est qu'on est chargé de faire l'animation, comme le fait la DRAF là auprès de vous. Nous, on fait l'animation des gestionnaires d'espaces naturels protégés. Donc, les gestionnaires qui s'occupent de Natura 2000, des réserves, par exemple. Mais pas que. Et donc, mon travail, et là c'est vraiment moi en tant que personne et non pas moi en tant qu'ARB, mon travail c'est de monter un réseau régional, une seule santé en région Occitanie, avec pour objectif de faire se rencontrer les gens qui viennent de secteurs très différents, qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, donc de favoriser cette interconnaissance, premièrement. Donc, ensuite, de favoriser la montée en compétences de chacun sur des thématiques sur lesquelles ils ne sont pas forcément complètement familiers, et en particulier sur les interactions entre ces 3 santé. Et puis, in fine, parce qu'on se connaît, parce qu'on passe du temps à se parler, parce que du coup, la confiance peut être là, d'arriver à monter des projets collectifs qui prennent en compte ces 3 santé. Et finalement, chacun de vous, à l'échelle de vos territoires, vous pouvez faire des micro-réseaux One Health, ou en tout cas aussi venir rejoindre ce réseau qui est en construction pour bénéficier de ressources qui vont se monter, d'outils qu'on va être en train de construire, ou de liens vers des partenaires que vous ne connaissez pas encore et sur lesquels on pourrait vous rediriger. On peut dire que l'Occitanie, d'ailleurs, est un peu la locomotive sur cette question, puisque non seulement c'est la première agence régionale de la biodiversité de France, la première à avoir été créée, mais en plus c'est celle qui a
la première à s'intéresser au réseau One Health. Et d'ailleurs, vous avez eu une réunion hier avec d'autres ARB. Peut-être vous avez des scoops à nous livrer. Alors, j'ai pas forcément de scoop, mais en fait, ce que je peux partager avec vous, c'est que les autres ARB, il y a d'autres ARB dans quasiment toutes les régions, les autres régions françaises, comme c'est dépendant aussi des volontés politiques de région. Pour l'instant, deux n'en ont pas encore, ou pas, mais peu importe. C'est que on se structure à la fois au niveau régional, mais aussi au niveau national pour partager et prendre les bonnes idées de ce qui peut se passer ailleurs. Donc nous, on parle de ce qu'on fait, mais les autres ARB, donc qui ont une vocation biodiversité, s'intéressent aussi aux enjeux de santé et donc aux enjeux d'alimentation. Donc c'est un sujet qui est important, qui monte et qui, voilà, sur lequel, j'insiste, mais qu'il faut avoir derrière la tête. Et peut-être pour finir, quelques mots. Donc tout à l'heure, pour ceux qui seront là, on pourra approfondir le sujet à travers la fresque Une seule santé. On a été formés avec un petit nombre d'autres personnes de l'ARS et de l'ARB à animer cet outil, Une seule santé. Donc ça peut peut-être vous intéresser, premier point. Et deuxièmement, sentez-vous légitime à aller voir d'autres acteurs que vous n'avez pas forcément vus. Parce que, en fait, chacun a sa place dans un système où il faut arriver à construire des solutions un peu nouvelles. Voilà. Voilà, merci Mathilde. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est si on retient ne serait-ce qu'une chose notamment la dernière information, ce réseau Une seule santé qui se monte et où vous pouvez être pas seulement recevoir mes données. D'ailleurs, dans les acteurs, alors lors de nos discussions, on avait beaucoup parlé d'éco-phyto. Et là, c'est vrai que le stress devant un public aussi exigeant, c'est difficile de s'en souvenir, mais nous quand même, on y a pensé. Et donc, on a un représentant d'Ecofito, Christophe Laloé, qui va peut-être nous rappeler un petit peu comment vous vous placez, vous, dans tout ce jeu d'acteurs. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci Donald. Rappeler comment on se place dans ce jeu d'acteurs en 2-3 minutes, ça va être très très succinct. Je voulais surtout remercier Mathilde et Quentin sur les présentations qui ont été très intéressantes, et je vais prendre la balle au bond sur ce que Mathilde présentait sur le besoin de faire de la transversalité entre les acteurs et d'outiller les acteurs sur la biodiversité. Je vais faire un lien avec notre démarche phyto et biodive. Donc c'est un peu ce que nous, Ecofito Occitanie, je me suis pas présenté, Christophe Laloé, chargé de mission Ecofito à la DRAF Occitanie, je sais pas si je l'avais dit. La démarche phyto et biodive, c'est un peu ce que nous une des choses qu'on peut proposer sur la santé environnementale et qui peut être utilisée dans le cadre des PAT, je pense. Le slogan en une phrase de cette démarche, c'est comment développer la biodiversité au service de la réduction de l'usage des produits phyto. C'est une feuille de route qui a été lancée en 2024 à la DRAF Occitanie, mais il se trouve que l'ARB Occitanie a également sa feuille de route sur le Life Biodiv France, Mathilde l'a évoqué. Quand on regarde ces deux feuilles de route, on a des axes très similaires. Donc évidemment, on fait de la transversalité, on a rapproché les démarches. Si je puis dire, on a un petit peu jumelé les feuilles de route. Et donc là, on est vraiment dans une logique de transversalité entre les acteurs, notamment entre les sujets dont ils ont la compétence. Donc ça, c'est très très intéressant. Donc, dans les comités de pilotage, on a évidemment la DRAF, l'ADREAL, la Chambre régionale d'agriculture, l'OFB qui est présent également, l'ARB. Donc, voilà, on est dans la transversalité. L'idée est de rapprocher les acteurs agricoles et les acteurs naturalistes. Et de manière un peu plus concrète, Mathilde a évoqué le séminaire qui aura lieu le 27 janvier sur la plateforme d'Oseville. L'idée sur ce séminaire, donc, c'est d'avoir des îlots thématiques le matin, des ateliers techniques l'après-midi, dans l'objectif principal de faire du lien entre les acteurs agricoles et naturalistes. Les inscriptions sont ouvertes. Les places partent vite, il n'en reste déjà qu'une trentaine, donc je fais un petit peu la pub de ce séminaire, n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà ce que je pouvais dire sur phyto-biodiversité. Je profite d'avoir la parole, de terminer très rapidement pour faire un porté à connaissance. Dans le cadre d'Ecofito, il y a un appel à projet national qui a été lancé, piloté par les ministères de l'Agriculture, de l'Environnement, de la Santé et financé par l'OFB sur la thématique des captages. Donc la préservation de l'eau potable, c'est un sujet important. L'eau est le premier aliment. C'est un appel à projet territoire de convergence, zone production d'eau potable et Natura 2000. Donc vous l'aurez compris, l'enjeu est de travailler sur des projets de réduction des produits phyto sur des territoires qui croisent des enjeux de production, d'aire d'alimentation, de captage et de biodiversité. Ça a été lancé il y a 2-3 semaines.
C'est jusqu'en mars pour le dépôt des appels à projets. Il y a un webinaire de présentation la semaine prochaine et je pense très clairement que de toute façon, vu que les collectivités sont ciblées pour porter ces appels à projets, qu'il y a un lien à faire avec vous. Donc n'hésitez pas à aller regarder cet appel à projet. Merci beaucoup Christophe. Et justement, on va terminer ce tour de table. On a vu d'ailleurs que les sujets santé, agriculture, alimentation, environnement, tout ça, c'est comme l'intrication quantique, je dirais. Donc, pour terminer sur ce nuage quantique des acteurs, eh bien, on a PSO qui va peut-être nous apporter encore, lui, son éclairage aussi sur ce que vous pouvez apporter, notamment au PAT. Bonjour à tous. Alors, il semblerait qu'on soit né professionnellement avec Séverine avec l'arrivée de la promotion santé en France, puisque ça fait un long moment qu'on y travaille et on ne l'a pas lâché. Donc, Promotion Santé Occitanie, c'est un réseau national avec des associations régionales. Dans chaque région, il y a une asso régionale et des équipes sur les départements. On est des acteurs de seconde ligne, donc on est là pour renforcer, outiller, mailler les dynamiques de territoire en promotion de la santé. Je vais peut-être laisser passer... Oui, pardon, oui. Oui, voilà. Voilà. Alors, je vais vous présenter rapidement, vraiment très rapidement, parce qu'après, ça sera l'idée de pouvoir en reparler avec vous et en discuter sur vos territoires et dans le cadre de projets. Mais l'approche en promotion de la santé, elle est centrée sur les ressources. C'est une approche positive qui donne du sens et de la cohérence à l'individu afin qu'il puisse contribuer à un renforcement de son bien-être, à son renforcement de son pouvoir d'agir. On parle beaucoup du développement des compétences psychosociales. Séverine vous en reparlera dans nos missions. Voilà. Et donc, la santé est vraiment vue dans sa globalité avec les interrelations qui sont très complexes entre les individus et les environnements. Voilà. Donc, c'était une rapide perspective de la salutogénèse qu'on reprend toujours dans nos accompagnements auprès des acteurs. Et là, je voulais vous présenter le bateau. Bienvenue dans le bateau, la vision systémique pour agir en promotion de la santé avec, vous voyez tout en haut, les facteurs qui influencent l'état de santé. Donc, c'est ce qu'on va aller questionner dans nos accompagnements. L'idée, c'est de mailler tout cela pour avoir une approche vraiment globale, multiniveau, vous voyez, multisecteur et multistratégie. Et pour aujourd'hui, la thématique qui nous concerne, l'alimentation, c'est vraiment un thème majeur en santé, puisqu'elle influence les maladies chroniques. Mathilde en a parlé en tout début. La santé mentale également. Elle contribue à la lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé, travaillant sur l'accès aux produits, la qualité nutritionnelle. Et donc, du coup, l'alliance de la promotion de la santé, des PAT et des acteurs de l'éducation à l'environnement et au développement durable, elle est majeure. Et du coup, elle va favoriser l'acceptabilité et la mobilisation des différents acteurs. On en a parlé aussi, c'est travailler ensemble, apprendre à se connaître. Et on peut tous avoir des finalités communes avec des objectifs distincts à nos spécificités. Et aussi un langage qui va s'adapter pour, voilà, nous on travaille beaucoup avec les exercices coordonnés et on essaye de vraiment leur faire cette approche de la santé globale et de l'influence. Et donc c'est très bien d'avoir aussi des organismes qui donnent des données sourcées, parce que c'est ce qu'on nous demande souvent, des données sourcées pour bien prouver, des données provantes pour donner vraiment du sens et la légitimité d'intervention. Voilà, donc c'est vraiment ce bateau, c'est l'affaire de tous. Et nous, on parle beaucoup d'éducation à la santé-environnement. En fait, c'est la combinaison de la promotion de la santé et de l'éducation à l'environnement et au développement durable. Et d'ailleurs, en Occitanie, mais dans toutes les régions, il y a un réseau qui est mis en place. Nous, c'est le réseau régional éducation à la santé-environnement et qui permet tout au long de l'année d'activer cette approche par le biais de plusieurs supports dont Séverine vous parlera du site AGRSE qu'on mène et ce réseau, on le porte promotion santé avec le Grain Occitanie.
Je vais peut-être laisser la place à ma collègue qui va vous illustrer plus concrètement les missions de promotion santé. Séverine. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre invitation et nous permettre aussi de présenter notre structure et nos différentes missions. Donc, comme vous l'a dit ma collègue Carole, nous sommes un acteur de seconde ligne, c'est-à-dire qu'on intervient auprès des professionnels pour leur permettre de mettre en place des projets en éducation et promotion de la santé. Et donc, on a pour ce faire plusieurs missions qui peuvent éventuellement vous intéresser. Et donc, je vais vous les présenter. Donc, la première mission qu'on a, c'est on propose des appuis méthodologiques aux porteurs de projets. Donc, vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, si vous en avez besoin, nous solliciter dans ce cadre-là. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, vous avez une idée de projet, on peut vous accompagner dans la définition, dans le diagnostic, l'analyse de la situation, dans l'écriture de vos objectifs, dans le choix de vos stratégies d'intervention. Ça peut aussi être dans la définition et l'écriture d'un protocole d'évaluation. On peut aussi vous accompagner à répondre à des appels à projets. Ça fait aussi partie des activités qu'on mène. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, sur notre site internet, vous pouvez retrouver, on réalise une veille des appels à projets. Donc, bon, c'est pas forcément exhaustif, mais voilà, vous pouvez aussi aller la consulter. Donc, on a aussi une mission de formation. On a un service de formation, on est certifié Calliope. Donc, dans ce service de formation, on a aussi des formations qui sont financées par l'Agence régionale de santé pour monter en compétences autour de la promotion de la santé. Alors, on a des formations plutôt basées sur la méthodologie de projet et aussi des formations thématiques. Donc, pour exemple, on en a une qui est sur nutrition et précarité. Donc, toutes ces ressources, je ne l'ai pas précisé, mais il y aura un support avec les liens pour que vous puissiez y accéder. Il y a des webinaires, il y a des replays, des choses comme ça. Voilà, il y a beaucoup de choses. C'est un centre de ressources très riche. Voilà, et donc ces formations, en allant sur notre site, vous pourrez les retrouver. On favorise le lien entre les acteurs et les chercheurs. Donc là, cette mission s'inscrit dans le cadre du DRAPS, donc encore un acronyme, dispositif régional d'appui en prévention et en promotion de la santé. Ce qu'il faut surtout retenir et qui peut peut-être vous intéresser dans le cadre de vos missions, c'est que dans ce dispositif, donc s'inscrit également les formations dont je viens vous parler qui sont gratuites, mais il y a également ce qu'on appelle les matinales de la recherche. Ce sont des visios, en fait, dans lesquelles on fait intervenir des chercheurs et sur une thématique précise ou un projet précis. Et on illustre aussi avec des actions de terrain. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous pouvez les retrouver en replay, en fait. Donc là, pour exemple, sur le thème qui nous réunit aujourd'hui, il y en a une sur la sécurité sociale de l'alimentation, qui est issue des expériences en Occitanie. Donc, voilà, c'est juste à titre d'exemple, mais il y en a plein et vous pourrez les retrouver. J'ai pas mes lunettes, mais si, j'arrive quand même à suivre. Donc, fournir des ressources documentaires. En fait, Promotion Santé dispose de 2 centres de ressources documentaires nous avons des collègues qui sont documentalistes, qui élaborent des productions documentaires avec des bibliographies thématiques. D'ailleurs, pareil, à titre d'exemple, on en a une sur la qualité de l'air et l'alimentation durable. Dernièrement, on a travaillé avec le GREN Occitanie. Là aussi, on en reparlera sur une qui porte sur l'urbanisme favorable à la santé. Voilà, donc là, c'est à titre d'exemple. On accompagne également les politiques publiques, donc on participe à des instances. Alors oui, voilà, c'est ça que je voulais. Oui, dans les CLS par exemple. C'est ça. Voilà. Pardon, c'est ce que je voulais effectivement vous préciser.
Vous nous connaissez peut-être aussi par le biais de vos collègues, si vous en avez coordinatrice, coordinateur de contrats locaux de santé. Et donc, effectivement, on est financé par l'ARS pour appuyer les coordonnateurs dans la mise en place de ces contrats locaux de santé et la mise en place des actions qui en découlent également. Et alors, justement, d'ailleurs, vous parlez de ce travail auprès des territoires, des contrats locaux de santé auxquels sont souvent liés les PAT. Il y a un acteur clé, il me semble, dans tout ça, c'est le référent territorial. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots là, du référent territorial ? Oui. Excusez-moi, c'est vrai, j'aurais dû aussi commencer par ça. Donc, en fait, on est une association régionale, mais on a des équipes physiques présentes physiquement dans tous les départements. Donc, chaque département du territoire d'Occitanie peut mobiliser nos collègues référents territoriaux dans leur département. Voilà. Bon, moi, je suis par exemple sur le département de l'Aveyron. Voilà, donc vous êtes sur l'Aveyron et Carole est sur le Tarn. Voilà, donc on a 2 représentants. Déjà, vous pouvez photographier les personnes. Et on avait parlé, vous avez beaucoup cité le Graine. Et il se trouve qu'on a une représentante éminente du Graine, Capucine, qui va nous expliquer un petit peu comment vous travaillez ensemble. Et puis d'ailleurs, je crois que le Graine connaît un peu tout le monde, là. C'est un peu l'acteur omniscient de la narration, là. Alors, omniscient, je sais pas. Mais du coup, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Capucine Bonduel. Je suis responsable de projet en réseau au Graine Occitanie. Et donc, comme Mathilde, je représente le Graine, mais je suis aussi une personne qui travaille sur des sujets bien spécifiques. Alors, le Graine, pour en dire 2 mots rapidement, c'est le réseau des acteurs de la transition écologique en Occitanie. On représente 300 structures adhérentes en région et on a plusieurs missions. Je vais essayer d'être très synthétique, mais on va être amené à défendre l'intérêt de l'éducation à l'environnement et au développement durable auprès de politiques publiques nationales, régionales et locales. On est aussi organisme de formation. On a un centre de ressources qui est basé à Montpellier. On anime des réseaux aussi territoriaux parce qu'on a un maillage territorial particulier en région Occitanie. Il y a 6 réseaux territoriaux. Et puis, on a ce qu'on appelle, et qui est une grosse partie de notre activité, qui est l'animation de réseaux thématiques et de dispositifs. Et donc, on travaille sur divers sujets, sur l'économie circulaire, par exemple, sur l'éducation dehors, sur l'animation du dispositif des aires éducatives, comme le mentionnait Quentin tout à l'heure. On travaille aussi sur un réseau éduqué à l'alimentation en lien avec la DRAF, mais aussi sur l'éducation à la santé-environnement. Et donc le RE-ESE, Réseau Régional Éduqué en Santé-Environnement, on le co-anime avec Promotion Santé Occitanie, comme l'a mentionné Carole, depuis 2012, en lien avec l'ARS, la DRAF et la DREAL. Et l'objectif de ce réseau-là, c'est de faire du lien entre les professionnels qui sont issus de divers milieux pour croiser les regards, favoriser le développement de projets. Et on anime plusieurs choses dans ce réseau-là, notamment l'animation de cycles thématiques de rencontres, d'échanges et de formations. Séverine a cité les rencontres régionales urbanisme, enfin le sujet urbanisme favorable à la santé. Donc il y a 2 semaines par exemple, on a travaillé on a animé une journée de rencontres régionales sur ce sujet-là, par l'intermédiaire duquel on peut aussi être amené à travailler sur des sujets liés à l'alimentation. Et donc on a abordé le sujet des paysages alimentaires. On fait de l'outillage pédagogique. Carole l'a mentionné, particulièrement sur le sujet santé-environnement, parce qu'on anime un site internet qui s'appelle Agir ESE en santé, agir en santé environnement, agir-ese.org, pardon. Et puis on est aussi très fortement lié à la politique régionale santé environnement. Je fais vite, Donald. Puisque on a pour mission d'appuyer l'animation du PRSE et notamment l'appui et le suivi des porteurs de projets qui sont lauréats de l'appel à projet du PRSE. Et qui est cet appel à projet financé par l'ARS, la DREAL, l'ADEME et la DRAF. Voilà, pour très rapidement dire 2 mots sur le Graine et l'émission Santé-Environnement. Alors, merci. Donc en régie, on fait savoir qu'il nous reste 5 minutes, donc il n'y aura pas beaucoup de questions. En revanche,
On va quand même prendre 2-3 questions dans la salle. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir et on s'efforcera très rapidement de vous faire une sorte de foire aux questions pour vous donner voilà, les éléments. Donc s'il y a des personnes qui souhaitent poser une question maintenant à nos interlocuteurs, levez la main et on vous donne le micro, évidemment. Bonjour, je m'appelle Céline Roquayrol et je travaille à la communauté de communes du Cordet et du Causse. Merci pour toutes ces présentations, c'était très très intéressant. Alors j'aurais plein de questions, mais juste une là. Dans la slide sur une seule santé et dans ce que vous avez dit, pour moi il y a 2 mots que j'ai pas entendus, de toute la matinée en fait, c'est changement climatique et impact des pesticides. Je me demande si l'impact des pesticides n'est pas au moins aussi important que les autres substances toxiques que génère l'industrie. Et quand j'entends que notamment l'OFB est soutenu aussi par le ministère de l'Agriculture, je me demande un petit peu comment on arrive à faire en sorte que cet impact soit davantage pris en compte et qu'il y ait un peu plus d'orientation vers une agriculture plus durable et plus positive pour la santé humaine, environnementale, etc. Alors peut-être Mathilde va nous... Voilà, on va prendre la question, on va répondre. Et encore 2 questions après. Désolé, je ne pourrais pas faire plus que 3 questions. Donc Mathilde, peut-être juste pour préciser par rapport à cette question des pesticides. Oui, je laisserai les autres aussi répondre. Mais si, alors c'est vrai qu'on n'a peut-être pas insisté dessus. On l'a évoqué très très rapidement. L'impact des pesticides, en tout cas, je pense qu'on l'a tous bien en tête. Nous, à Solagro aussi, on travaille beaucoup dessus, notamment avec la carte Adonis, qui est la carte d'utilisation des pesticides dans le milieu agricole. Je ne sais pas si vous la connaissez. Il y a des travaux en cours aussi, justement, pour faire le lien avec d'autres acteurs qui, eux, vont se saisir de ces données agricoles dans le monde de la santé, notamment pour essayer de traduire ça en indicateurs de risque, par exemple. Donc voilà, que ce soit au niveau de l'impact sur les consommateurs via l'alimentation, sur les populations riveraines, sur les travailleurs du milieu agricole, si c'est un sujet sur lesquels, en tout cas, nous on travaille, et sur le changement climatique également. C'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais que ce soit l'impact sur la production agricole, l'impact sur les travailleurs agricoles, là aussi, sur les conditions physiques, sur la santé mentale et sur la santé mentale des populations, c'est des sujets forts, effectivement, et c'est ce que disait Mathilde aussi, qui font partie de ce nexus global et qui sont interdépendantes des autres sujets. Alors, voilà, donc merci. Est-ce qu'il y a d'autres réactions dans la... Voilà. Juste aussi amener une précision en promotion de la santé, c'est quelque chose qui nous intéresse aussi. On parle, nous, d'une approche par ressources, mais justement, cette gestion des risques, on la travaille en développant le pouvoir d'agir des personnes pour qu'à un moment donné, ils se fassent plaidoyer et que du coup, à un moment donné, on fasse bouger les lignes à l'inverse, qu'on parte du local et du terrain et de plaidoyer de citoyens pour faire bouger les lignes plus haut, parce qu'à un moment donné, si on boude certains systèmes, il va falloir que les lobbies se réadaptent à tout ça. Donc les citoyens, puisque les citoyens ont la parole, madame. Allô ? Oui. Bonjour, Pauline Herbemont. Donc, je suis enseignante au lycée agricole Lavinadi à Figeac. Donc, je suis venue avec ma collègue animatrice du PAT du Grand Figeac. Et donc, nous, on porte une action qui s'appelle l'école-lieu. C'est un tiers-lieu pour faciliter les transitions alimentaires et agricoles sur le territoire. Et du coup, je voulais savoir quel était votre lien avec l'enseignement, du coup, parce que j'en ai pas trop entendu parler jusqu'à présent. Merci. Alors, peut-être déjà par rapport à la première question sur les phytos et sur l'adaptation, c'est vrai que c'est un mot qui n'a pas été, que j'ai pas prononcé. Bon, je pense que je sais pas si l'un d'entre nous a le prononcé, mais le mot, la notion d'adaptation, le changement climatique est documenté. Le changement climatique est documenté et je pense que, moi là c'est le citoyen qui parle, je suis persuadé que l'échelle de la collectivité, on a présenté chacun nos dispositifs et nous, établissements publics, on est là aussi pour accompagner ces enjeux massifs. Et je suis persuadé, moi, que l'échelle de la collectivité est une des plus pertinentes pour travailler, parce qu'on est vraiment sur un ancrage local, pour travailler sur ces sujets d'adaptation.
chacun présenter nos dispositifs respectifs. L'adaptation, elle est transversale. Et finalement, les collectivités ont des moyens d'action très intéressants via les PAT, via les PCAP, pour travailler sur ce sujet d'adaptation. Et nous, évidemment, on est là aussi pour donner une impulsion, des moyens financiers, des outils par rapport à ça. Sur les phytos, qu'est-ce que je... Non, il y avait sur l'école aussi. Enseignement, très bonne question. Alors, on a une vraie problématique, nous, à l'OFB, et qui fait le lien aussi avec les phytos, c'est que le droit environnemental est quand même bien challengé. Je ne sais pas s'il y a d'autres équivalents dans les autres droits de collectivité, pénale, machin. Bon, ouais, le droit environnemental, c'est quand même, il est challengé fréquemment, et on a du mal à faire appliquer, nous, sur les missions de police, par exemple, des dispositifs qui existent déjà. Je pense par exemple aux zones de non-traitement, les ZNT, qui sont qui existent, hein, mais qui sont constamment, voilà, pour plein de raisons différentes. Et sur les sujets d'enseignement, par rapport à la... Alors nous, on a depuis quelques mois maintenant, au niveau de la région, la volonté d'intervenir dans les établissements agricoles auprès des filières des futurs agriculteurs, parce qu'on intervenait régulièrement auprès des, on va dire, des gestionnaires d'espaces naturels, etc., qui sont aussi des filières des lycées agricoles. Mais donc l'idée, c'est d'aller intervenir dans les filières qui forment les futurs exploitants, pour déjà expliquer les missions de l'établissement, parce qu'il y a encore une fois beaucoup de désinformations sur les missions de l'OFB, qui est très politisée, mais aussi expliquer sur une thématique en particulier, la gestion des milieux aquatiques, les phytos, les grands prédateurs, etc., quels sont les enjeux, pourquoi il y a une réglementation, amener à faire réfléchir les élèves et les apprenants sur les enjeux en lien avec leur futur métier, et pourquoi cette réglementation elle existe. Et on est amené à... Enfin, l'idée de cette feuille de route avec les établissements agricoles, c'est de pouvoir intervenir dans chaque établissement, ou au moins dans chaque département, au moins une fois par an. Voilà. Avec des sorties terrain. En fait, les enseignants, moi je suis en contact fréquemment avec d'autres enseignants, et d'ailleurs je serai pour en off prendre... D'accord, mais vous êtes d'accord avec le SD12 du coup, très bien. Et voilà, les enseignants dans les autres départements sont très demandeurs, et les retours sont assez positifs des interventions de l'OFB en établissement agricole. Ah oui, voilà. En tout cas, voilà, l'intervention dans les lycées agricoles. Tout à l'heure, Quentin Vieilledent a parlé de la trousse à projet, qui est un GIP avec l'éducation nationale pour les aires terrestres et les aires marines éducatives. Je crois que là, on a déjà légèrement dépassé le temps, et qui est extrêmement compté. Donc, on va terminer là notre table ronde, ou ces regards croisés. S'il y a des questions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir, et on vous donnera des réponses. Je ne sais pas si ce seront les réponses que vous attendez, mais en tout cas, on vous donnera des réponses. Donc, je voudrais que vous applaudissiez nos 5 participants. Et je passe la parole donc à mes collègues. Et on va parler, il me semble qu'on va parler ce qui intéresse tout le monde. Oui, bah oui. Tiens, on peut les mettre juste derrière, il y a une petite empoche là. Bonjour, vous m'entendez? Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, c'est Julien Bécasse de la FR Civem. Je ne vais pas être bien long. Ça me semblait important quand même de présenter Mangeons Bocal très rapidement, qui est le traiteur avec qui on travaille ce midi, qui est un traiteur engagé sur Albine. Vous les avez peut-être déjà croisés ce matin, Amélie et Olivier qui travaillent ensemble. Simplement de préciser que c'est un traiteur qui travaille avec majoritairement des produits locaux, aujourd'hui majoritairement des produits bio aussi également, 100% fait maison, et qui sont engagés dans un objectif de zéro déchet. Ils organisent notamment des ateliers cuisine, zéro déchet pour les groupes, et voilà, engagés dans différents types d'espaces, et on aura plaisir à la retrouver du coup à midi. Donc le déjeuner est entre midi et 13h30.
Voilà, je crois qu'on a hâte d'y être. Mais avant, Naïma, peut-être présenter juste l'espace contact. Bonjour à tous, je suis Naïma Bouakaz, je suis nouvellement arrivée dans l'équipe de la DRAF à l'unité des politiques publiques de l'alimentation. D'abord, je voudrais faire un remerciement justement pour l'organisation de cette journée à tous les intervenants qui vont cet après-midi faire les ateliers, qui ont accepté de faire ce travail-là qui n'est pas facile, surtout qu'on a eu un petit désistement sur l'atelier 5 où l'intervenant est malade et ne pourra pas venir. Donc ceux qui étaient inscrits à l'atelier 5, on vous a redispatché à partir de vos vœux 3 normalement. Donc vous ne devriez pas être trop frustrés. On envisage de reparler de cette thématique à un autre moment. Remercier l'équipe de la FR-CIVAM, Julien, puisqu'il travaille avec la DRAF et la région pour l'animation du réseau. L'équipe donc du conseil régional et l'équipe de la DRAF, notamment des collègues qui ne sont pas de l'unité publique, je pense à Nathalie notamment, merci pour l'investissement. Et puis juste pour vous dire en termes de travail là qui va suivre, toutes les personnes que vous avez vues là ce matin, vous allez certaines, notamment Mathilde qui va animer la fresque ONL cet après-midi, mais elles sont là normalement sur la journée, donc les questions qui restent en suspens que vous avez dans vos têtes, n'hésitez pas à les sortir et aller à leur rencontre. La partie déjeuner est faite pour ça, et notamment. Et puis, on a mis aussi à disposition un petit espace contact avec des partenaires qu'on a invités. Nicolas Hurel, le coordinateur régional de Solal, qui est sur le don agricole, qui est par là, mais qui est en fait sur l'espace que vous pourrez retrouver. Allez voir ce qu'ils font et voir ce qui peut être intéressant. Eux, ils sont intéressés pour travailler avec les PAT et on a trouvé que c'était des choses sur lesquelles vous pouviez bosser. Normalement, il y a la personne, Camille Brion, elle n'est pas arrivée du BASIC, qui travaille... Ah si, elle est là, on s'est loupé. Bonjour Camille. Qui est là aussi pour vous rencontrer sur les sujets pareils qui peuvent vous intéresser. Et le Passe-Muraille, Frédéric Hideux, responsable d'agence, qui est plus sur le volet patrimoine culturel, mais aussi qui travaille dans l'ESS. Voilà sur cette partie-là. Donc on va passer à une partie programme un peu off, on va dire. C'est un petit temps d'interconnaissance. Beaucoup d'entre vous se connaissent, mais pas tous. Donc, on s'est dit qu'on allait faire, normalement, dans vos petites pochettes, vous avez un petit nom d'aromates, d'épices, toutes produites en Occitanie. Donc, vous allez devoir vous retrouver avec vos copains d'épices. On va juste vous dire, l'idée, c'est que vous vous retrouviez entre vous. On a fait des groupes thématisés, donc les PAT un petit peu par type de structure, les partenaires, les institutionnels. On n'a pas formalisé les espaces où vous allez vous regrouper. Donc il y a une partie qui va venir là. Donc le groupe, je vous invite à écouter, donc le groupe Annette, le groupe Camomille, le groupe Fenouil, le groupe Lavande. De passer par là, c'est Clémence qui est là, qui sera votre interlocutrice. Elle va vous donner une petite feuille, qui est un petit guide pour vous aider un petit peu à vous lancer si jamais vous n'arriviez pas tout de suite à trouver comment discuter ensemble. Après, vous avez les groupes, on va dire que le groupe thym, safran et piment peut éventuellement rester dans l'amphithéâtre. Ça peut. Voilà. Et je resterai avec vous. Et puis tous les autres groupes, donc que je n'ai pas cités, menthe, laurier, cumin, basilic, origan, romarin et sarriette, peuvent partir de l'autre côté. Et ils seront avec Julien, qui vous donnera la petite fiche capitalisation qu'on voudrait bien récupérer. L'idée, c'est que ça nous aide un peu à avancer dans notre animation de réseau et qu'on reste dans ce qui vous intéresse. Donc j'aurai des Annette, camomille, fenouil et lavande sur ma gauche. Ici, thym, safran et piment peuvent rester ici. Vous pouvez rester ici, thym, safran et piment. L'amphithéâtre n'est pas fermé. Donc je vous invite à prendre vos affaires avec vous parce qu'après le temps, on ira déjeuner directement.